Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau cours sur la tenue de route, c'est le troisième de la série. Donc là, on va regarder ce qui se passe dans la zone entre la roue et le sol, donc dans la zone de contact, on va voir ce qui se passe. Alors ce cours, évidemment, va vous permettre d'avoir des notions de glissement, coefficient d'adhérence, force de frottement, force maximale transmissible, pneus, route, indentation, adhésion. Voilà, tout cela va être vu durant ce cours afin de vous permettre d'établir un meilleur diagnostic en cas de dysfonctionnement ou symptômes donnés par un client, et ainsi que de mettre en œuvre des opérations de maintenance et notamment d'être très attentif quand même à ce point-là qui est la surface de contact donc du pneu au sol, l'importance qu'elle revêt dans la tenue de route. Alors, oui, il faut faire un petit peu attention parce qu'on en aura besoin au freinage, on en a besoin en virage, on en a besoin en accélération. Donc tout cela, il y a des contraintes qui sont mises sur le pneu et on va un petit peu voir comment tout cela réagit. Alors, premièrement, il y a un petit cours sur le pneumatique. Ce petit cours, vous l'avez déjà eu, il est disponible sur YouTube, donc je vous invite à retrouver notre page section moto Montpellier et vous pourrez revoir tout ce qui concerne le pneumatique, ses contraintes, ses fonctions, comment il est fabriqué et ainsi de suite, ensuite tous les phénomènes qui sont directement liés aux pneus de moto particulièrement. Donc je vous invite vivement à aller visionner cette petite vidéo qui est en fait un assemblage de plusieurs vidéos qui sont faites par Dunlop, Michelin, MotoGP, et ainsi de suite. Alors nous on va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe et quelques notions que vous avez absolument à connaître, comme par exemple le glissement. Le glissement, donc c'est un phénomène qui apparaît, donc c'est le rapport entre la vitesse linéaire de la moto et la vitesse linéaire de sa roue ou ses roues. Généralement, on va positionner des capteurs sur les roues qui vont mesurer la fréquence de rotation de ces roues-là. Et de ces fréquences de rotation, le calculateur va les transformer en vitesse linéaire de roue. Et on va se rendre compte que bien que la vitesse est prise généralement sur la roue, la vitesse de déplacement du véhicule, eh bien on va s'apercevoir qu'en fonction des contraintes, on va avoir un différentiel entre la vitesse de déplacement linéaire de la moto et la vitesse de déplacement linéaire de la roue. Ce petit rapport entre les deux, c'est le glissement. Alors, pour calculer la vitesse linéaire de la roue, il faut qu'on utilise une formule qui s'appelle V égale oméga R, avec oméga R donc qui est la fréquence de rotation de la roue. Donc il va falloir convertir des tours minutes rotation en mètres par seconde, donc multiplier le rayon de la roue par sa fréquence de rotation directement issue de son régime de rotation. Donc, si je regarde bien, oméga donc s'exprime en radians par seconde, on l'a déjà vu dans les calculs de motorisation, de transmission, on l'a vu tout ça. Donc tout ça va nous donner deux vitesses différentes, deux vitesses linéaires différentes. Celle de la moto, donc qui va faire avancer la moto, on pourrait dire quelque part, tiré par les cheveux, on va dire comme ça, c'est un petit peu, on aurait la vitesse de l'axe de roue avant, et puis la vitesse de la circonférence de la roue, qui peut être légèrement différente, et donc on va avoir une formule qui est très simple, c'est la vitesse du véhicule moins la vitesse de la roue, on parle donc là bien de vitesse linéaire en mètres par seconde, divisé par la vitesse du véhicule multiplié par 100, ça va nous donner un pourcentage de glissement. Alors, pour être aussi encore plus simpliste dans l'explication, imaginez-vous bien qu'un pneu, quand il est au sol, si je prends sa surface de contact avec le sol, elle va s'étirer en fonction de l'effort que la moto va exercer sur le pneu pour faire avancer ou freiner, et l'effort que va opposer le sol. Et donc tout ça, ça va tordre un petit peu comme du chewing-gum la surface qui est en contact avec le sol, et cette déformation-là, ça s'appelle donc le glissement. Et vous verrez tout à l'heure que les coefficients d'adhérence, la valeur du coefficient d'adhérence va dépendre de cette valeur de glissement. On le reverra dans les diapositives un petit peu plus tard. Alors, regardons les forces qui s'exercent sur la roue à l'arrêt. Alors déjà, on a l'axe de rotation de la roue, on a le point de contact de la roue au sol, donc le haut. On a, si on regarde, ça fait en fait une petite surface. Alors bon, on va vous dire que sur une moto de route,
Ça représente à peu près l'équivalent de la surface d'une pièce de 20 centimes. Et sur une moto de compétition, c'est à peu près, sur un pneu de compétition, c'est à peu près la taille d'une carte, hein, une carte bleue. Donc, on va avoir qui va s'exercer le poids, donc la charge sur la roue. On l'a vu dans les cours précédents, hein, que les charges variaient, hein, en fonction des phases dans lesquelles on se trouvait, accélération, freinage. Et donc, il y a au départ, à la base, la répartition de charges qu'a prévu le constructeur. Donc, soit du 50-50, c'est l'orientation actuelle sur les motos hypersport. Hein, ou alors, on va être plus sur du 55 sur l'arrière, 45 sur l'avant. Ça, c'est beaucoup plus sur des motos de tourisme. C'était plutôt les anciennes générations. Aujourd'hui, les constructeurs essaient d'équilibrer, hein, au maximum les charges 50-50. Donc, si par exemple on a une moto qui fait 200 kg, eh bien on aura 100 kg qui s'exerceront sur la roue arrière et 100 kg qui s'exerceront sur la roue avant. Du coup, si la roue appuie sur le sol, évidemment, le sol va renvoyer, hein, une force équivalente à celle que la roue exerce sur le sol. Donc, la roue est en équilibre, elle ne s'enfonce pas. On va regarder maintenant en ligne droite. Hein. En ligne droite, donc à partir de là, et en mouvement, évidemment, en roulant. Donc à partir de là, la roue, non seulement elle va être posée, mais elle va tourner. Donc elle va aussi exercer une force, hein, radiale latérale sur la roue, qui va faire que la roue va se mettre en rotation. Donc cette roue-là, cette force-là, que va exercer la roue, ça va être soit une force motrice, soit une force retardatrice dans le cas où on doit ralentir le véhicule, et donc elle va être tangentielle à la roue, et donc parallèle au sol. Le combiné des deux va nous donner une résultante, hein, donc il y a la réaction, tout cela c'est pour que ça s'équilibre, hein, voilà, l'une égale l'autre, il y a la roue qui exerce, et le sol qui résiste et qui oppose donc une résistance, une force contraire, égale mais contraire. Donc, si on a T, l'action donc de traction sur le sol, qui est supérieure à TS, qui est l'action du sol sur la roue, eh bien, on va avoir une roue qui va accélérer. Si la résistance est inverse, donc on a une roue qui ralentit. Et si les deux sont égales, il y a donc équilibre des deux forces, donc il n'y a pas de variation de vitesse de la roue, donc la roue va rouler toujours à la même vitesse, on sera en vitesse stabilisée. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe, hein, au niveau du sol. Hein, vous voyez, ça étire bien notre point de contact, notre surface de contact. Elle va être vraiment tirée entre ces deux forces-là. Une qui va tendre à la déformer dans ce sens et l'autre qui va tendre à la déformer dans l'autre. Et ce qui va faire que donc, entre la jante et le sol, eh bien, il va y avoir un mouvement, un glissement, hein, entre la jante et le sol. Et c'est ce glissement qu'on appelle donc le glissement, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant sur une courbe. Hein. Sur une courbe, on va avoir une action supplémentaire. C'est celle qui va être, donc, quand on va pencher, hein, on va en avoir une qui va être en latéral, une qui va être un petit peu plus oblique, et qui va faire que, donc là aussi, on va tirer non plus le pneu dans le sens d'avancement, mais on va tirer aussi le pneu dans le sens latéral. Voilà, et il y aura toujours pareil, action, réaction, ou action, contraction, vous l'appelez comme vous voulez. Alors on va regarder au niveau du poids mot ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois combattre pour faire avancer ma surface? Si j'appuie légèrement, on va se rendre compte que pour me déplacer d'une certaine quantité de distance, eh bien il va falloir que j'exerce un certain effort pour déplacer mon point de contact. Cet effort-là que je vais donc exercer, c'est ce qu'on va appeler la résistance, hein, du support. Hein. Donc il va dépendre de la nature du support et de la nature du cylindre, donc de la surface de contact qui est au sol. C'est ce que vous avez dans tous les cours jusqu'à maintenant. Hein. Donc voilà, c'est une matière en plus, bon, on a vu que c'est du caoutchouc, généralement c'est une matière déformable. On a un support par contre qui est indéformable, puisque normalement le bitume, évidemment, qui va légèrement se déformer en fonction de la température, mais on peut considérer qu'il est indéformable. Donc l'intensité de l'action O, donc qui va de cette résistance, va dépendre de la charge, hein, qui va être exercée sur le sol. Alors, cette résistance-là, c'est l'adhérence, tout simplement, hein, ce qui fait que le sol va résister à l'avancement du pneu, et bien c'est l'adhérence qui va faire qu'on ne va pas pouvoir, on va exercer un effort plus ou moins important. Elle est caractérisée, cette adhérence, par un coefficient. Hein. Ce coefficient donc va dépendre de la nature du sol et de la nature
du pneu, hein, et on va voir que effectivement, en fonction de la charge qui est exercée sur la roue, on va avoir une résistance plus ou moins importante. Plus je vais appuyer ma roue au sol, plus la force de résistance va être importante. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, c'est le concept. Mais on a aussi, alors faut pas confondre adhérence et résistance au roulement. Hein. La résistance au roulement, c'est la résistance que va opposer le pneu à rouler, hein, à faire. Donc il va résister, il va chauffer. Hein, donc ça va être des pertes, hein, qui vont être exercées par le véhicule. Et l'adhérence, c'est plus voilà ce qui va permettre au pneu de tenir, hein, contre le sol. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des coefficients d'adhérence très élevés et des coefficients de résistance au roulement qui soient très faibles. Alors, donc, on a une force qui est la somme donc de nos deux forces, la force donc, de la réaction de la charge et la force donc de réaction d'avancement. Et donc, cette force-là va être inclinée, la force donc la résultante F donc va être inclinée, hein, avec un certain angle. Cet angle va dépendre du coefficient d'adhérence, donc, et c'est la tangente. Le coefficient d'adhérence est égal à la tangente de l'angle. Donc, on va incliner la force, hein, en fonction du coefficient qu'on a qui va nous donner les valeurs de tangente. On va incliner cette force, et cette force-là, donc, l'inclinaison va nous donner la nouvelle force donc qui va être transmissible au sol, maximale qui va être transmissible au sol. Alors, vous avez des exemples là entre des coefficients donc d'adhérence, hein, et donc on va voir que suivant le support, entre le support et le pneu, ou les deux éléments qui vont être en contact les uns avec les autres, on va se rendre compte que les coefficients d'adhérence sont plus ou moins importants. Donc si je regarde le caoutchouc asphalte, c'est le nôtre, on va avoir un statique, donc un coefficient de 0,85, et en dynamique, un coefficient une tangente qui va égaler 0,67, un coefficient qui va égaler également 0,67. À noter que sur la chaussée humide, on va avoir un coefficient de 0,4, et sur la chaussée verglacée, un coefficient de 0,2. C'est-à-dire qu'on ne va pouvoir passer en force transmissible que 0,2% de la charge qu'on exerce sur la roue. Ou 0,4 fois la charge qu'on exerce sur la roue. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Bon là, vous avez un grand tableau, hein, où vous allez avoir plein de données sur les valeurs de tangente, et ça va nous donner les angles d'inclinaison, et on va se rendre compte que quand on prend la tangente 0,67, ça va correspondre à peu près à un angle de 34 degrés. Et vous noterez qu'il y a une similitude entre l'angle donné par le coefficient d'adhérence, hein, donc c'est 34 degrés, et l'inclinaison de la fourche notamment. Hein, et vous comprendrez donc facilement que si on incline la fourche de 30 degrés ou 34 degrés, c'est la moyenne à peu près des inclinaisons qu'on va retrouver en axe de suspension, eh bien ça va correspondre à peu près, hein, à l'inclinaison que va avoir la résultante des forces sur la roue, les forces du sol sur la roue, afin qu'on fasse coulisser, hein, le tube dans le fourreau de façon coaxiale, puisque le fourreau va appuyer avec la force de la moto, et le tube va être remonté par la force exercée par le sol sur la roue. Donc on va avoir à peu près 34 degrés, et ça correspond à peu près à la moyenne des angles d'inclinaison d'une fourche sur une moto. Sur sol humide, évidemment, c'est beaucoup plus faible, donc ce qui veut dire que si on a une tangente qui est plus faible, eh bien on va avoir automatiquement une force qui va se redresser, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de glissement. C'est la raison pour laquelle on va déraper plus facilement sur sol humide que sur sol sec, parce que la force donc est moins inclinée, et du coup on va pouvoir moins transmettre d'effort au sol. Si on transmet un effort supérieur à l'effort admissible, eh bien il va y avoir dérapage de la moto. Voilà, pareil pour le sol verglacé, hein, ça va nous donner une inclinaison de 12 degrés. Vous voyez, c'est vraiment très très faible. Donc, ce qui veut dire qu'en bas, si j'incline très faiblement par rapport à la verticale ma force, ça veut dire qu'en bas, la valeur que je vais avoir de force admissible au sol, elle va se rétrécir. On va avoir tout ça dans ce qu'on appelle le cône d'adhérence. C'est donc, on va prendre l'inclinaison 0,67, hein, la tangente 0,67, ce qui va nous donner un angle de 34 degrés. Donc je vais faire de part et d'autre de mon axe vertical deux droites, hein, qui seront inclinées de 34 degrés par rapport à la verticale, et ça va me donner un cône d'adhérence. Donc tout ce qui va être dans le cône, toutes les forces qui
seront dans le cône seront donc des forces qui sont admissibles, il y aura donc adhérence à ce moment-là, et par contre, toutes les forces qui seront au-delà du cône seront des forces qui auront tendance à faire déraper le pneumatique. Voilà, donc si je regarde bien sur ma photo, sur mon image, donc plus je vais avoir de poids sur ma moto, plus la force que je vais pouvoir exercer sur le sol sera importante. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, et ce cône vous donne la quantité de force que vous pouvez appliquer sur le sol, que le sol pourra admettre. Plus j'aurai de charge, plus la force sera importante. Moins j'aurai de charge, plus la charge sera faible, plus la force que pourra accepter le sol sera faible. Voilà, donc ce qui fait qu'en fonction des diverses conditions, que ce soit par temps humide ou par temps sur un sol qui est glacé, le cône évidemment va se rétrécir, ce qui veut dire que on a très peu de zones de manœuvre, d'adhérence, quand il fait mouillé ou quand le sol est glacé, pour vraiment faire des variations de force. À la moindre petite variation de force, on peut avoir donc des conséquences qui sont dramatiques. Vous le voyez, sur le sec, on a un grand cône, donc c'est-à-dire qu'on a une grande quand même latitude, et puis plus on va aller sur des conditions de roulage qui sont compliquées, délicates, et bien plus on va avoir ce cône qui va se rétrécir, ce qui veut dire que les forces admissibles vont se réduire de plus en plus. Alors, on va regarder la résistance au roulement, donc la roue va tourner librement avec une valeur de glissement qui est nulle, c'est-à-dire la roue va à la même vitesse que la moto. Il n'y a pas d'étirement de notre zone de contact entre le pneu et le sol. On va voir que l'adhérence, donc, elle va être relativement faible à ce niveau-là. La valeur de glissement va être comprise entre 5 et 20%. L'adhérence de glissement, donc là, c'est pas pareil. Donc, on va voir que la valeur de glissement supérieure à 20% va nous donner donc un coefficient d'adhérence qui sera le plus élevé. On va le voir tout à l'heure sur des courbes donc, qui représentent tout ça. Quand on a un glissement de 100%, ça veut dire qu'à ce moment-là, la roue a cessé de tourner autour de son axe, et là, elle est en train de déraper, elle glisse sur la chaussée. Attention, il ne faut pas confondre un glissement de 100% et une adhérence nulle. Ce n'est pas le cas du tout. Même si une roue est bloquée, le véhicule continue de ralentir. Moins que si elle ne l'était pas, évidemment, mais elle continue de ralentir. Voilà. Donc, on a deux phénomènes qui vont intervenir aussi dans ce phénomène de glissement. On a deux phénomènes aussi qui sont propres aux pneumatiques. C'est l'indentation et l'adhésion. Ce sont vraiment des phénomènes, on le verra en fin de vidéo, qui sont pas des nouveautés, mais presque, qui ont été découvertes et qui font qu'aujourd'hui, on a des pneus avec des pneus avec lesquels on ne tombe plus. Voilà. Donc l'effet d'indentation et d'adhésion est maximal quand on commence à avoir du glissement. C'est-à-dire quand on commence à contraindre notre zone de contact, eh bien c'est à ce moment-là que le phénomène d'adhésion et le phénomène d'indentation va être maximal. Pourquoi ? Parce que vous avez dû certainement entendre qu'un pneu a besoin de fonctionner dans telle fenêtre de température. C'est-à-dire qu'à telle fenêtre de température, eh bien, il va y avoir cette élasticité, puisque le caoutchouc est élastique, on va avoir une certaine élasticité, et cette élasticité aura pour effet d'augmenter l'adhérence du pneu sur le sol. Donc, si on dépasse ce seuil, admissible, eh bien on va avoir un étirement qui sera trop important, et auquel cas, eh bien l'adhérence va se réduire au contraire, et ces effets-là d'adhésion et d'indentation vont être bien sûr limités. Alors pour ce qui est de l'adhésion, rappelez-vous, un autocollant, c'est un adhésif, c'est-à-dire c'est une réaction chimique entre deux supports, et les molécules s'attirent. Voilà, donc on pourra conclure que l'adhérence au roulement est toujours plus efficace que l'adhérence de glissement. Alors on va regarder maintenant, et ça c'est super intéressant, et c'est vraiment s'il y avait une chose à retenir dans toute cette vidéo, je crois que ce sont ces deux tableaux, parce qu'ils sont extrêmement parlants, et vous allez, au travers de ces tableaux, vous allez comprendre pourquoi on met du contrôle de traction, pourquoi on met de l'ABS. Voilà. Alors,
Si je prends ma courbe de variation, hein, on est en train de parler de variation de coefficient d'adhérence, on a en haut le coefficient d'adhérence, la valeur du coefficient d'adhérence en vertical, et en horizontal, on a la valeur du glissement, donc en pourcentage. On se rend compte que on a une zone où le coefficient d'adhérence augmente, il reste relativement stable, mais haut, élevé, hein, et puis ensuite il va redescendre de façon lente, mais en se stabilisant un petit peu. C'est-à-dire qu'on va partir sur un coefficient d'adhérence maximal qui va être aux alentours des 0,87, hein, et puis on va finir sur un coefficient d'adhérence moyen de 0,67 à peu près. Hein, on va être dans ces eaux-là. Donc on garde quand même de l'adhérence. Hein. C'est pas parce qu'on glisse à 100% au fond là-bas que automatiquement on n'a pas d'adhérence. Si on a de l'adhérence, ça veut dire que la moto va être dirigeable. Dans cette situation-là, la moto reste totalement dirigeable. Donc on va avoir cette zone de stabilité et puis une zone où ça sera un petit peu plus instable. Hein, voilà, quand on est en haut avec le maximum d'adhérence, évidemment qu'on est stable. Après, quand on arrive dans des zones où, effectivement, là, on commence à faire chuter notre coefficient d'adhérence, et bien là, on va avoir peut-être difficulté à maîtriser notre véhicule et à transmettre au sol, évidemment, toutes les forces de ralentissement ou d'accélération que l'on veut mettre. Donc vous aurez compris que nos systèmes de traction contrôle ou d'ABS, eh ben, ils vont avoir une zone d'intervention, hein, une zone où ils ne vont rien faire, et puis à partir d'un certain seuil, ils vont commencer à intervenir. Alors, si je regarde au niveau de la force que je vais pouvoir admettre au maximum, hein, quand je regarde sur ma courbe, je m'aperçois que c'est aux alentours des 22% de glissement que je vais pouvoir transmettre l'effort maximal. Donc, ce qui veut dire que quand je vais accélérer, hein, les mesures qui vont être faites par les capteurs vont donner donc au calculateur la possibilité de déterminer la valeur du glissement et auquel cas il ne va pas bouger hein, jusqu'à ce qu'on atteigne cette valeur de 22%. Tant qu'on est à 22%, pour lui c'est l'idéal. Vous remarquerez qu'en dessous de 10%, ou de 5%, même c'est extrêmement faible au niveau de l'adhérence. Si ça glisse pas, on n'a pas une adhérence optimale. Hein. C'est pour ça que des pneus, on les met en température, on les contraint, hein, donc on commence à mettre le pneu en contrainte avec des étirements qui vont être faits sur la surface de contact, de telle façon à ce qu'il soit beaucoup plus efficace, plus rapidement. Donc, on va avoir cette zone-là d'adhérence optimale qui va être entre 10 et 30% de glissement. Hein, c'est dans cette zone-là qu'on va garder le maximum d'adhérence. Et donc, c'est dans cette zone-là que les contrôles de traction vont maintenir l'accélération du véhicule ou dans les zones de freinage, on va maintenir la pression maximale des freins dans cette zone-là. Après cette zone-là, quand on va continuer sur un glissement plus important parce qu'on continue d'accélérer par exemple, donc on veut transmettre au sol une force encore plus importante, et bien à partir de là, les contrôles de traction vont intervenir pour ramener le glissement du pneumatique dans cette zone des 30%. Voilà. C'est en gros ce qu'il faut retenir, pareil pour les systèmes de freinage. Maintenant, regardons au niveau latéral. D'ailleurs, quand on est dans un virage, et qu'on prend un virage, et donc il y a une force qui va pousser le véhicule vers l'extérieur. Donc cette force, elle va s'exercer au sol de façon latérale par rapport au pneu. Et on va regarder là l'évolution. Regardez bien en mémoire, je vous le remets, la courbe au niveau longitudinal, donc dans le sens d'avancement. Regardez bien la variation de notre coefficient d'adhérence. Maintenant, on va regarder au niveau latéral. Et là, ça risque de pas être la même. Regardez comme ça chute. C'est impressionnant. Impressionnant. On a une fenêtre extrêmement courte d'adhérence maximale, de coefficient d'adhérence maximale. Et par contre, alors, la chute est vertigineuse. Et plus on va vers les 100%, plus le coefficient d'adhérence baisse. C'est-à-dire que donc, plus l'effort qu'on va exercer en latéral sur la roue, plus l'effort va grandir et plus effectivement on va avoir un décalage de vitesse entre le sol, entre la roue, le point de contact et la jante, plus ça va augmenter, plus le risque de perte totale d'adhérence va intervenir. Et c'est le cas. On va se retrouver avec une adhérence qui est quasiment l'adhérence que l'on a sur la glace. Donc c'est-à-dire pas d'adhérence du tout. Et c'est la raison pour laquelle, dès que vous forcez sur les freins, par exemple, vous entrez sur les freins dans un virage et vous prenez un petit peu trop d'angle, vous le voyez des fois en Grand Prix, pof, les roues qui sortent, et puis c'est fini. Le pilote n'a même pas le temps de réagir,
à moins de s'appeler Marquez, évidemment. Mais tout le monde ne s'appelle pas Marquez. Il y en a un qui s'appelle Sanchez, vous voyez. Donc, on a des zones de travail en latéral qui sont extrêmement faibles. Vous voyez, la bande où on a le coefficient maximal, elle est vraiment très étroite par rapport à cette zone d'instabilité, donc où là, on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans cette zone rouge, ça veut dire qu'à tout moment, on peut accélérer le glissement et donc perdre immédiatement la roue. Et plus on va avoir de glissement, plus on va perdre la roue. C'est pour ça que c'est très violent quand les roues s'en vont. Hein, vous le voyez quand c'est l'arrière, que vous avez un pneu qui dégage derrière. Hein, donc du coup, vous voyez, ça va très très vite, ça décroche extrêmement vite. Le pilote là a des difficultés à pouvoir gérer avec l'accélérateur ces glisses, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. Par contre, si on met de l'électronique, évidemment que l'électronique, elle, on va lui donner une frange d'intervention. Donc, si jamais on atteint, et là on va le regarder, hein, donc on a cette zone de 5 à 10% hein, de glissement dans laquelle on peut dire que le coefficient d'adhérence est maximal. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est que l'on puisse maintenir l'accélération quand on est sur l'angle. Donc, avec cette force-là, ben, il va falloir qu'on intervienne très rapidement, hein, parce que après ça peut aller très très vite. Donc on va avoir un glissement qui va être accepté sur le côté latéral, qui va être d'environ 5%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les centrales 3 axes, hein, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir adapter hein, la force, le glissement, quand on est sur l'angle, quand on est en ligne droite, hein, alors qu'avant, ben, l'ABS, il se déclenchait pareil, que vous soyez droit ou que vous soyez penché, c'était pareil. Or, on se rend compte qu'il y a intérêt à intervenir beaucoup plus tôt quand on est penché hein, que quand on est en ligne droite. Donc là, on va pouvoir dissocier l'action de l'ABS ou du traction control quand on va être en ligne droite, et on va pouvoir le dissocier de quand on est sur l'angle. Voilà, ça c'était important. Ces deux courbes-là que vous venez de voir sont hyper importantes parce que cette variation de coefficient d'adhérence explique énormément de choses. Alors on va regarder le phénomène d'indentation maintenant. C'est un phénomène qui est connu, hein, donc le pneu c'est une matière quand même qui est souple, hein, qui est déformable, donc qui sous l'effet de la chaleur donc va fondre entre guillemets, hein, il va fondre et plus il sera chaud, hein, plus il va pouvoir avoir la capacité de se déformer et de venir remplir hein, les petites infractuosités de la route et faire lien comme si on avait des dents, hein, et donc on puisse comme un engrenage, hein, le pneu va s'engrainer dans la route et on va pouvoir même dire qu'à un moment donné on pourrait quasiment avoir une liaison complète entre le pneu et le sol, ce qui fait qu'on a une adhérence qui est accrue. Maintenant, regardons le phénomène d'adhésion. L'adhésion, c'est une réaction chimique. Donc, il y a des molécules qui sont dans le caoutchouc hein, qui sont attirées par les molécules qui sont dans le bitume. Donc, du coup, on a une attirance mutuelle, mais évidemment, ce phénomène-là, comme l'indentation, il va arriver quand le pneu sera à une certaine température. Au-delà d'une certaine température, ça ne sera pas bon. En deçà d'une température, ça ne sera pas bon. C'est pour ça que vous entendrez, si vous écoutez les commentaires, la température du sol de la piste est trop chaude, donc perte d'adhérence. On voit que, par exemple, sur le dernier Grand Prix au Qatar, il y avait un écart quasiment d'une seconde et demie entre la nuit et le jour, hein, mais la piste était à 50 degrés dans la journée, alors qu'elle était à 20-25 degrés le soir. Ce qui fait que la piste étant moins chaude, on avait des pneus qui restaient plus longtemps dans une fenêtre, c'est aussi des termes que vous entendrez, dans une fenêtre de fonctionnement qui était optimale et plus facile à gérer que quand il y a des températures trop chaudes. À noter également que quand vous voyez un pilote qui passe dans une partie sale, ben évidemment que si je mets de la poussière entre mon pneu et mon sol, je vais automatiquement annihiler l'indentation, puisque je vais mettre quelque chose au milieu entre les deux, tout comme l'adhésion. Hein. C'est pour ça que des fois, vous avez des pneus qui partent d'un coup, et tout ça parce qu'ils ne sont pas dans la fenêtre. Le gars est sorti légèrement de la trajectoire, donc il a exercé un effort sur le pneu qui était un petit peu plus important que ce qu'il exercerait normal quand il prenait la bonne trajectoire. Et du coup, c'est ça, pas bonne trajectoire, une contrainte plus importante, plus d'adhésion, plus d'indentation, et là, ça dégage à vitesse grand V. Voilà,
Donc ça, c'était important. Bon, après, c'est la macro et la micro rugosité. Hein. On voit que l'adhérence va progresser. Plus on aura un revêtement qui aura des gros pavés et qui seront relativement espacés. Hein. On va avoir de l'adhérence. Hein. Puis les micros... Par contre, si les pavés sont gros, espacés, lisses, hein, là c'est des macro-rugosités. Et bon, là, pour avoir de l'adhérence, c'est pas le top. Hein. Vous regardez, là on a la force que l'on peut admettre, hein, et puis ici on a l'adhérence, donc c'est pas top. Maintenant, avec ce cours-là, j'espère que vous allez pouvoir effectivement avoir une approche un petit peu plus technique, hein, des situations. Hein, donc vous comprendrez pourquoi quand on va sur un circuit par exemple, eh bien, on met des couvertures chauffantes. Hein, c'est pas simplement pour faire beau, pour faire un racing ou quoi. C'est que notre pneu il a besoin d'être à une certaine température pour pouvoir fonctionner correctement, afin que le phénomène de glissement puisse se mettre en place très rapidement. Donc on donne de l'élasticité, hein, à notre point de contact, en même temps que de pouvoir développer plus rapidement les phénomènes d'indentation et les phénomènes d'adhésion, qui vont permettre effectivement d'avoir une adhérence optimale et donc de prendre le maximum de plaisir sur le circuit. Sinon, on est obligé, on est contraint de mettre les pneus en chauffe. Alors chauffer sur le plan longitudinal, ça va à peu près. Chauffer sur les côtés un pneu, on peut à ce moment-là prendre pas mal de risques et donc du coup on va perdre des tours pour rien. Voilà, j'espère que ce petit cours va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe au sol entre une moto, hein, et une route, et j'espère que ça vous aidera également pour comprendre pourquoi on met des pneus par exemple soft, hein, qui ont une capacité à se déformer plus facilement qu'un pneu hard, hein, qui va être avec une carcasse plus dure, donc ce qui veut dire que pour y tirer dessus, voilà, ça va pas être le top. Par contre, un pneu soft quand il fait très très chaud, comme il a une tendance déjà à se déformer plus facilement, avec la chaleur, il va se déformer encore un peu plus, et donc du coup, on va avoir une moto qui sera beaucoup moins stable. Voilà, j'espère que tout cela va vous aider pour appréhender un petit peu mieux donc vos clients, hein, et voir avec eux peut-être un meilleur choix de pneus en fonction de l'utilisation qu'ils peuvent avoir. Mais toujours aussi, rappelez-vous une chose, le pneu c'est la vie sur une moto. Hein. Donc prenez-en soin. En tant que technicien de maintenance, c'est la première touche de sécurité qu'on peut avoir sur un véhicule, c'est de vérifier l'état du pneumatique et sa pression. Hyper important. Salut à tous, merci.